puisque je me suis lancée à évoquer Juliette de Récamier et Germaine de Stel, je voulais quand même, bon, comme je revisite un petit peu mon histoire de France, celle que j'ai appris à l'école, quand j'étais très jeune, puisque bon, les études supérieures, je ne les ai jamais faites, mais je suis restée donc à Germaine de Stel, qui a eu pour amant Charles de Talleyrand. Et Talleyrand, ça a été quand même vraiment quelqu'un d'exceptionnel dans l'histoire de la Révolution française, du Directoire et de la Restauration. Cette période un peu embrouillée et un peu exceptionnelle qui a fondé notre République et qui nous a fait connaître après les Lumières un peu partout dans le monde, puisque nous avons été le seul peuple capable de décapiter un roi. Et donc Talleyrand, c'était un prince quand même, mais c'était aussi un évêque, il ne faut pas l'oublier. Prince, évêque, et donc plus tard il a été diplomate. Il a été l'amant de Germaine de Stel, juste un peu avant la Révolution. Alors il est né en 1754, il est mort en 1838, à l'âge de 84 ans. Il en a vu des choses, cet homme. J'essaie de me concentrer sur lui. Alors c'est vrai, tout le monde le sait, c'est un homme qui était boiteux. Hein, il était boiteux. Et un homme d'une très forte intelligence. Il était boiteux, et puis il a eu, une quantité extraordinaire de maîtresses, de femmes. Il a eu même des enfants pour un évêque. Ça ne serait pas très bien vu à l'heure actuelle. Charles de Talleyrand, j'essaie de l'imaginer, ce Talleyrand. Je vois un homme très grand, une montagne, une force incroyable quand même. Hein. Et c'est un homme très, très, très arrogant. Un homme qui, il était grand, et donc il voyait les gens d'en haut, bien évidemment. Mais il était absolument arrogant. C'est vrai qu'il avait une très grande intelligence. C'est un homme d'une finesse inimaginable. Je comprends qu'il soit devenu diplomate. Il avait une finesse d'esprit et une façon de s'emparer des situations et de manipuler les gens qui vraiment était un peu hors du commun. C'est un homme qui aimait bien s'habiller. Il aimait les plumes, il aimait les vêtements chatoyants, très riches, très, très beaux. Et un homme qui aimait les bijoux. Il avait toujours des grosses bagues aux doigts. Et bon, et voilà quoi. Il avait une pose, il avait une façon de se tenir, une certaine présence, une certaine prestance. Bon, c'était un prince et puis c'était un évêque, alors donc il avait, je suppose, fait quelques études dans la religion, puisqu'il était évêque. Et voici donc le prince de Talleyrand. Alors, il est encore assez jeune quand il rencontre Geneviève de Stel, qui sera importante pour lui parce qu'elle est très riche. C'est la fille d'un banquier qui a une fortune inimaginable, le banquier de Necker. Ça, c'est une fortune que beaucoup de gens connaissent ce nom, d'un homme très riche de la Révolution. Et donc, pour lui, Germaine de Stel était importante. Mais bon, elle n'était pas très belle, il l'a trouvée moche, enfin, pas, bon, il l'a trouvée simplement extrêmement intelligente. Et donc, il aimait bien discuter avec elle. Et j'ai l'impression qu'elle l'a vu plus souvent qu'on pourrait le croire, puisqu'à un moment donné, elle a eu un fils avec quelqu'un d'autre que Talleyrand, mais elle l'a rencontré à plusieurs moments. Quand il était diplomate, quand il était, sans doute, à un moment donné, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, et donc, quelque sorte diplomate, quoi. Et je vois Germaine de Stel avec son fils, qui a l'air d'avoir à peu près 12 ans et demi, et elle est habillée pour aller voir le prince de Talleyrand, quoi. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a demandé, je sais pas à quel moment ça a été bien appris, ça, du temps de Napoléon. Mais en fait, j'aurais souhaité voir Talleyrand et Germaine de Stel en train de faire une conversation. Bon, remarquez, ils faisaient beaucoup de conversations au lit, puisqu'ils ont été amants à une certaine époque, et ils ont été entourés de très 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 gros coussins là avec des plumes, et donc ils se discutaient au lit très souvent,
Mais bien évidemment, comme d'habitude, Talleyrand, lui, il voulait tout dominer. Il dominait la situation. Et au bout d'un moment, Germaine était couchée sur lui, enfin, dans ses bras. Elle arrivait à s'asseoir dans le lit toujours, mais elle se sortait les jambes, elle s'asseyait, et puis elle discutait, quoi. Et lui, il avait toujours une position alanguie, mais la langue bien pendue, hein. Il parlait, mais Germaine, bon, souvent elle n'était pas d'accord avec ce qu'il disait, quoi. Elle avait toujours, on voit qu'elle remuait la tête, qu'elle faisait non, 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 voilà. Et ils avaient des discussions très, très serrées. Et lui écrivait pas mal, il aimait bien écrire, il avait une style d'écriture fort ampoulé, comme on dit, très riche, très précieuse, hein. Et il aimait bien lui écrire, hein. Donc, bon, pour un écrivain qu'elle était, Germaine de Stel, c'était pas si mal que ça, puisqu'elle avait tellement d'idées qu'elle voulait à tout prix les faire passer dans le plus grand nombre, et donc elle écrivait, elle sortait beaucoup d'ouvrages. On l'avait déjà vu si jamais vous avez écouté ce que j'ai dit sur elle. Et Talleyrand, donc, c'était quelqu'un qui quand même, c'était un prince, hein, donc il avait des idées un peu révolutionnaires, hein, mais quand même, il n'oubliait pas qu'il était de la noblesse, hein, donc il a mis du temps avant de vraiment être pour la révolution, quoi, puisqu'il a quand même participé après cette révolution à la restauration de Louis XVIII, donc il avait quelque part voulu toujours un peu de la monarchie, quoi. Bon, un peu, c'est vrai, un peu arrangé, amélioré, puisque ce n'était plus la même, mais c'était plus le roi comme Louis XVI qui était le seul et l'unique et qu'il fallait baiser les pieds quand il passait. Mais bon, avec Louis XVIII, la Restauration, Charles X, Louis-Philippe et tout ça, il y a eu une noblesse qui était revenue au pouvoir, mais bon, qui avait un peu quelque part repris son arrogance, mais qui quand même est obligé de s'entendre avec les députés, puisqu'il y avait maintenant des députés, quoi. Les gens votaient, mais pas les gens du peuple, et certains votaient, quoi. Voilà. Alors que du temps du roi, Louis XVI, bien sûr, personne ne votait. Voilà, c'était vraiment l'obligation monarchique absolue. Donc, Charles de Talleyrand, c'était un homme qui avait des grandes idées, un peu avant-gardiste, mais il aimait beaucoup voyager, hein. Il était, pour un évêque, il était toujours à cheval, avec toujours des lettres diplomatiques à faire passer, des complots, il essayait d'influencer, quoi, les gens de cette époque bien troublée. N'oublions pas qu'il a quand même traversé la terreur, hein. Et pour un prince, il est passé à travers la terreur, c'était pas si mal que ça. En fait, j'essayais de voir si c'était sa boiterie, elle était de naissance ou si c'est arrivé un accident de cheval ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. J'essaie de voir comment Charles de Talleyrand est devenu boiteux. En fait, il me semble que c'est un problème d'os, d'arthrose, quoi. Voilà, un problème de hanche, un problème plus ou moins de naissance, j'ai l'impression, qui a dû s'aggraver quand il était quand même déjà assez grand. Mais quelque chose qui aurait peut-être été soigné aujourd'hui, mais qui à l'époque ne l'était pas du tout. Et voilà pourquoi Talleyrand boitait, et en vieillissant boitait de plus en plus, mais c'est un problème d'arthrose de la hanche ou quelque chose comme ça. Et ça lui avait un peu rétréci une jambe plus courte que l'autre, quoi. Mais jusqu'à l'âge de 28 ans, quand même, il avait encore une assez belle allure, ce prince de Bénévent. Charles de Talleyrand, c'est son nom, et Talleyrand Périgord. Ça m'a toujours plu, Périgord. Je ne sais pas pourquoi Périgord il est à côté de Talleyrand, mais bon. C'est les noms des nobles, c'est vraiment un peu compliqué. Il faut s'y connaître dans la héraldique. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, moi. Je vais simplement essayer de voir et d'imaginer. Alors, j'essaie d'en avoir un peu plus avec Germaine de Stel, mais apparemment, ça n'a pas duré si longtemps que ça entre eux. Elle aimait bien les discussions avec lui, et c'est vrai qu'ils en avaient beaucoup, mais elle avait ses propres idées, et donc, comme
c'était une femme qu'elle était très têtue, qu'elle avait ses idées, et qu'à l'époque, bon, même si on faisait un peu plus attention à ce que disaient les femmes, mais ils en faisaient qu'à leur tête quand même, puisqu'il ne faut pas oublier que Napoléon, il a un petit peu mis le haut là, et apparemment avec son article sur les femmes, contre les femmes, là, la femme reste soumise à son mari. Bon, c'était plutôt misogyne, cet homme. On verra plus tard une autre fois, par rapport à Napoléon. Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu voir Talleyrand et Bonaparte, mais je sais pas, j'ai pas du tout il me semble bien que Talleyrand était encore sur le moment très porté royaliste, quoi. Donc Talleyrand et Napoléon, enfin Bonaparte surtout parce qu'il a commencé comme Bonaparte. Talleyrand et Bonaparte, il a, enfin, il a quand même, je pense, c'était, comme il était pour les rois, il ne devait pas être content quand Napoléon s'est fait empereur. Et donc, je crois bien que c'est là, à ce moment-là, qu'il a rejoint les nobles à l'étranger. Voilà. Talleyrand, il a vraiment réussi à bien louvoyer et à bien se promener dans toutes les méandres compliquées de cette époque. Et donc, tant que Napoléon était simplement Bonaparte, c'était à peu près bien, quoi. Voilà. Mais quand il a commencé à vouloir être empereur, là, la trahison était trop forte pour Talleyrand, qui était vraiment la noblesse française. Lui, c'était un parvenu, un nouveau venu, et il n'a pas supporté le fait que Napoléon, enfin Bonaparte, s'auto-emperonne lui-même. Et donc, Talleyrand, il est parti, il a été à l'étranger. Il a été voir les autres nobles, quoi. Enfin, voilà. Et donc,